Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du sommet de l'élevage, donc à Cournon, tout près de Clermont-Ferrand. Alors c'est vrai que ce salon s'est déroulé dans une très bonne ambiance. Alors comme d'habitude je dirais, mais bien plus parce qu'effectivement il y avait un climat qui était quand même plutôt positif. Alors on a vu ce matin le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, déambuler dans les allées. Enfin je devrais dire plutôt courir dans les allées tellement sa vitesse était élevée. Alors, est-ce qu'il a répondu aux attentes des professionnels du secteur agricole? Pas vraiment, je dirais, puisque je suis allé à la rencontre des professionnels. J'ai demandé à quelques responsables du syndicat majoritaire, est-ce qu'il avait répondu à vos attentes? Les réponses ont été floues, les réponses ont été pour le moins un peu détournées. Il n'y a pas eu vraiment de réponse aux attentes. Alors les attentes, ça portait bien sûr sur l'ICHN, ça portait aussi sur les états généraux de l'alimentation et puis aussi sur la loi, sur la concurrence déloyale. Et effectivement, sur ces trois sujets, aucune réponse n'a été apportée. Alors, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Jean-François Blanc. Bonjour. Bonjour. Alors Jean-François Blanc, vous représentez ici le sommet. On aura l'occasion d'avoir les tout premiers chiffres ou la tendance de ce salon. Juste à vos côtés, Blandine Bonnière, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable communication digitale de Limagrin, c'est bien cela. Pierre Cabrit, vous êtes tout à fait au bout de la table là. Alors vous représentez, je vous laisse... Voilà, écoutez, je suis président de l'association Fil Rouge, qui est un organisme de défense des gestions des signes officiels de qualité bœuf, veau, agneau. Et on va parler des bons produits avec vous. Et Pierre-Antoine Fourreau est l'homme le plus heureux de la Terre. Il est start-upper, il est cofondateur donc de Comparateur Agricole. Juste déjà, savoir Comparateur Agricole, c'est quoi? Comparateur Agricole, c'est une plateforme sur laquelle les agriculteurs viennent vendre leurs céréales, du blé, de l'orge, du colza, du maïs. On existe depuis 1 an et demi. On était sur la Beauce et maintenant on commence à s'éclater sur toute la France. Et j'expliquerai pourquoi vous êtes très heureux. Alors, Jean-François Blanc, la tendance positive? À une tendance tout à fait positive. Là, je n'ai pas les chiffres définitifs évidemment, mais en tout cas sur les 2 premiers jours, on va avoir une progression qui va avoisiner les 8 à 10% de visiteurs. Donc on va voir si le dernier jour confirme cette progression, mais quoi qu'il en soit, c'est déjà gagné. L'édition est une belle édition. Alors, c'est vrai que dans quelques années, il devrait y avoir une bonne nouvelle puisqu'il a été annoncé un projet. Lequel? Oui, alors ça fait des années qu'on demande aux propriétaires du parc, qui est le conseil régional, s'il est possible d'avoir des aménagements nous concernant sur le parc pour qu'on puisse répondre à la progression de notre salon. Donc là, le président de la région, Laurent Wauquiez, nous a annoncé effectivement qu'en 2020, une nouvelle halle serait créée. Ça va nous permettre de pouvoir accueillir plus d'exposants et surtout dans de meilleures conditions. Alors c'est vrai que le sommet de l'élevage depuis une quinzaine d'années, c'est un véritable outil pour favoriser donc la promotion des races à viande à l'étranger. On a vu des délégations irakiennes notamment. On sent qu'il y a un vrai développement aujourd'hui possible à l'étranger, encore plus qu'avant. Oui. Et puis notre génétique, nos races sont plébiscitées à l'étranger. Donc évidemment, il y a un potentiel de développement à l'étranger. Après, voilà, il faut savoir aller le chercher. Et c'est là que nous, notre salon, est un support justement pour rencontrer ces gens-là. Alors, il y a juste un point que je pourrais peut-être souligner, c'est que cette année, il n'y avait pas d'élections. Enfin, il y a eu des élections cette année, mais il n'y avait pas des élections dans les mois qui suivent. Et il y a eu très peu de politiciens. On a eu du mal à trouver des politiciens, si ce n'est bien sûr les députés d'Auvergne. Ces dernières années, il y avait beaucoup d'échéances électorales. Donc là, c'est vrai qu'ils répondaient tous présents. Cette année, on ne peut pas leur en vouloir, il faut une petite pause, mais ils seront de retour les années prochaines. Messieurs les politiciens, il faut que vous veniez ici chaque année, échéance électorale ou pas, parce qu'il faut vous intéresser, il faut que vous compreniez exactement les problèmes et la vie des agriculteurs. Merci beaucoup. Alors, Blandine Bonnière, vous avez été nominée et je trouve que c'est très intéressant d'expliquer dans quoi. Alors, à la base, c'est l'initiative du groupe Limagrin, au sein duquel je travaille, qui a choisi de présenter 2 candidatures au Trophée des femmes de l'industrie de l'usine Nouvelle. Donc, Caroline Leterrier était dans la catégorie Femme internationale de l'année et moi-même, j'ai été nominée dans la catégorie Femmes du numérique. L'objectif pour le groupe Limagrin, c'était bien sûr de souligner l'engagement des talents féminins, de mettre en avant des parcours assez singuliers et des actions assez dynamiques dans la transformation durable de l'organisation. Et ce qui était exceptionnel, c'est qu'effectivement, on avait le monde agricole présent à côté quand même de 2 poids lourds
de l'industrie et du digital, à savoir? Oui, en effet, ça fait assez plaisir. L'Imagrin était aux côtés de belles entreprises telles que Total et Airbus dans la catégorie femmes du numérique. D'accord. Est-ce que vous, en tant que responsable de la communication digitale d'un groupe donc, agricole, est-ce que vous pensez qu'on va assez vite dans ce domaine? Alors le digital dans le secteur agricole, on en est au début. Je pense à des bons débuts, c'en est une preuve. Hein, c'est un signal fort que l'Imagrin se retrouve représenté à ce niveau-là. On est encore à des débuts, on a encore beaucoup de choses à faire. Le premier levier, bien sûr, c'est toujours la prise de position et de décision de la part des directions des entreprises pour avancer, aller plus vite et surtout mettre à disposition des ressources, que ce soit des ressources financières mais surtout humaines, parce qu'on le sait, le digital, c'est des compétences bien spécifiques. Et là-dessus, il y a encore matière à évoluer, mais le secteur agricole, je pense, réserve encore de belles surprises à ce niveau-là. Comment vous êtes arrivé à ce poste? Comment je suis arrivée à ce poste? Par passion, la première chose. Passion à la fois du secteur agricole. Et je pense que l'agriculture, en effet, pour travailler dedans, il faut vraiment aimer ça et être convaincu de la chance qu'on a avec l'agriculture aujourd'hui en France. Et la deuxième chose, c'est passionné par le digital. C'est vrai que je suis assez connectée à titre personnel, mais surtout, je suis assez convaincue que le digital est une belle solution à beaucoup de choses, qu'avec le digital, tout est possible. Et surtout, le digital peut simplifier énormément de choses et faciliter l'accès à beaucoup de choses. Et c'est par passion que je suis arrivée là. Et les compétences se développent facilement avec la passion. Vous avez travaillé dans le secteur betteravier, puis vous dites qu'au départ, vous n'étiez pas spécialement formé pour cela. Non, j'ai un parcours qui est un petit peu, sur l'aspect formation, un petit peu atypique. C'est-à-dire que moi j'ai un diplôme d'ingénieur agronome et je me suis formée au digital en pleine explosion, je dirais, parce qu'en effet dans le cadre de mon premier poste, la stratégie digitale n'existait pas et a été mise en place avec mon arrivée et avec la montée en puissance de tous ces outils-là digitaux. Et là j'ai vraiment développé des compétences et une passion quand je me suis rendu compte de tout ce qu'il était possible de faire et tous les résultats possibles. C'est assez motivant et c'est là qu'après, par curiosité, on peut devenir assez facilement autodidacte. Mais il y a des formations aujourd'hui qui existent dans le digital. On reste dans le digital, on va dans le domaine des startups. Pierre-Antoine Foreau, vous avez gagné 1,5 million d'euros la semaine dernière. Vous êtes l'homme le plus riche du salon. Je vais juste reprendre, je ne les ai pas gagnés. Hein. Ah bon, non, je ne les ai pas gagnés. On vient de faire une levée de fonds d'1,5 million d'euros, en effet. Donc comparateuragricole.com, on permet aux agriculteurs de vendre en ligne leurs céréales. On était juste sur la Beauce et depuis 1 an et demi, on fait ça. En effet, l'entreprise est en pleine croissance. Et l'idée, c'était aussi de financer cette croissance via une levée de fonds. C'est ce qu'on a décidé avec mon associé Vincent. Et voilà, donc en effet, on vient juste de closer la levée. L'objectif, c'est vraiment d'apporter des nouveaux services aux agriculteurs. Dans un premier temps, leur proposer des prix, des solutions transparentes, avec plus de simplicité, plus de pragmatisme. Les agriculteurs en ont besoin. Et voilà, donc la preuve que ça fonctionne. Maintenant, on a 1800 agriculteurs. On a réussi à collecter près de 70 000 tonnes quand même via la plateforme. Donc maintenant, les champs sont plus ouverts avec cette levée. Vous énervez tout le monde dans la distribution agricole. Vous faites exactement le même boulot que les distributeurs, sauf qu'en 1 an, déjà, vous avez collecté combien de tonnes? 70 000. 70 000. Alors, je ne pense pas qu'on énerve tout le monde parce qu'on travaille avec l'ensemble de la filière, aussi bien des COP, des négoces, des transformateurs, des exportateurs, et ceux avec qui on travaille, ça se passe bien. L'idée, c'est aussi d'avoir un relais avec les opérateurs, soit qui sont existants, soit des nouveaux qui peuvent être plus ou moins digitalisés. L'idée, c'est vraiment d'avoir un relais, un levier numérique pour eux qui ne savent pas comment aller sur le digital. Donc voilà, on énerve peut-être, mais en tout cas, ça se passe bien avec ceux avec qui on bosse et on travaille avec vraiment l'ensemble de la filière. Et aujourd'hui, les agriculteurs sont prêts à ça. On l'a très bien vu, on a commencé au début seulement sur l'Eure-et-Loire, le Loiret, le Loir-et-Cher, en gros la Beauce. Là, on est ouvert sur toute la France. On a toujours 70% de nos transactions qui se font sur notre secteur d'origine, mais on a vraiment un éclatement sur toute la France qui commence à se dessiner et qui commence à être important. Maintenant, on offre des nouveaux services. On a proposé de l'approvisionnement d'engrais. Dans l'approvisionnement d'engrais, on est en train de parfaire nos algorithmes logistiques pour maintenant livrer à partir de quelques big bags. Enfin, vraiment, on met plein de choses en place pour apporter des solutions aux agriculteurs, en effet, que des acteurs traditionnels proposent, mais le levier numérique arrive très bien aussi à le faire. Un matin, vous êtes réveillé, vous avez dit « je vais disrupter la distribution agricole ».
Alors, quand je me suis réveillé, j'étais fils d'agriculteur. Donc déjà, ça m'a peut-être aidé. Donc évidemment, je comprends les problématiques déjà qu'on a à la maison sur la ferme, mais aussi de l'ensemble des agriculteurs. J'ai fait mes études à l'ESA d'Angers. Donc on a pu aussi traverser plusieurs régions pour voir un petit peu comment ça se passait ailleurs. Avec Vincent, mon associé, on a tous les deux travaillé chacun dans une boîte de négoce de pommes de terre. Moi chez Parmentine en Eure-et-Loire, Vincent chez Vexten dans le nord de la France. Donc vraiment, on a aussi cette complémentarité territoriale. Et depuis le départ dans l'entreprise, quand je parle de complémentarité, maintenant on a vraiment une équipe de développeurs, une équipe agricole pour avoir cette complémentarité web et agricole pour bien répondre aux besoins des agriculteurs. On ne s'est pas dit allez, on va faire ça et on va disrupter. C'est pas ça l'objectif. C'est vraiment de proposer une nouvelle expérience utilisateur, des nouveaux services pour les agriculteurs, parce que faut pas l'oublier, 85% d'entre eux se connectent tous les jours à Internet. Une grande partie pour avoir la météo et une autre partie pour avoir les cours des marchés. Les cours des marchés, c'est bien d'aller les voir, mais maintenant il faut qu'on puisse vendre des camions sur Internet. Et c'est ce qu'on a proposé. Vous avez dû céder quelques titres, je suppose, de votre société. Vous avez eu 1,5 million d'euros en échange. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Il y a pas mal de projets au sein de l'entreprise. Quand je parle de nouveaux services, c'est du temps, c'est du développement, c'est des développeurs, c'est aussi une équipe agricole. On va bientôt avoir des personnes sur le terrain, on va faire plus de terrain. On anime des réunions bout de champ, on anime des réunions de secteur, des réunions de fin de campagne. Donc vraiment, on va se rapprocher pour proposer notre solution. Donc voilà, pour être très franc, on est une grande partie de l'équipe des fils d'agriculteurs. Donc le marketing, la communication, c'est pas notre fort. Donc maintenant, on va commencer à investir sur ce domaine-là pour faire connaître notre plateforme à l'ensemble des agriculteurs. Blandine, comment vous réagissez, ou Jean-François ? Très bien, j'en suis sûr. Blandine, c'est une belle histoire, non ? C'est une très belle histoire, c'est un très bel exemple. Et je pense qu'en effet, ça répond à des vraies attentes aujourd'hui, comme tu le disais, du secteur agricole et du niveau de connectivité des agriculteurs d'aujourd'hui et de demain. Alors j'aime bien votre histoire parce que vous avez démarré très modeste, vraiment avec beaucoup d'humilité, et puis au fur et à mesure, on se rend compte qu'effectivement, votre projet évolue et tant mieux. Voilà. Avec beaucoup d'humilité. Alors, je pense qu'il faut toujours rester terre à terre dans les choses qu'on développe. En effet, au début, on s'est presque planté dans le premier site qu'on a développé et on a complètement pivoté, on a fait demi-tour pour proposer quelque chose de plus simple aux agriculteurs qui a très bien fonctionné. Mais c'est pas parce qu'on vient de faire la levée de fonds qu'il faut monter très haut. On a des belles ambitions, mais restons très humbles. C'est presque le Google de l'agriculture. Maintenant, quand vous allez sur leur site, juste, il y a une seule fenêtre et il faut indiquer quoi ? Le code postal. Voilà. Il faut rentrer dans le site internet uniquement par le code postal de sa commune. Donc c'est vrai que vous avez simplifié l'expérience client. Merci beaucoup. Pierre Cabrit, vous étiez hier ici au Sommet de l'Élevage. Il y avait un colloque qui était intéressant. Quel en était le thème ou l'enjeu ? Alors l'enjeu, le premier enjeu, c'était de pouvoir proposer un débat sur le bien-être animal, voilà, et qui devait s'articuler autour des produits sous signe officiel de qualité. Donc le débat a eu lieu. Je pense qu'il y a de belles bases de réflexion qui ont été posées et j'espère qu'on va tirer profit de ces débats pour avancer dans nos projets. Effectivement, c'était un colloque organisé par l'INAO en se posant la question suivante. C'est vrai que les indices donc d'origine et de qualité couvrent un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, on voit de nouvelles attentes de la part des consommateurs. Par exemple, le bien-être animal, peut-être aussi l'équité entre les différents acteurs de la filière. Par exemple, pour la filière lait. On voit apparaître de nouvelles attentes et est-ce que ces signes officiels peuvent aussi permettre de couvrir ces attentes ? Il y a de la concurrence. Il y a les marques distributeurs, il y a des distributeurs qui poussent très vite dans ce domaine. Vous n'êtes pas inquiet, vous ? Alors moi je ne suis pas du tout inquiet parce que je partage tout à fait le constat qui est fait aujourd'hui que le consommateur français va peut-être consommer un petit peu moins de protéines animales et de viande et il va vouloir la consommer mieux. Et dans ce champ-là, je pense que les signes officiels de qualité ont tout à fait leur place à prendre et aujourd'hui elle n'est pas prise. Elle n'est pas prise parce qu'on s'est contenu jusqu'à maintenant à garantir d'une qualité supérieure. Et comme vous le dites très justement, on a fait état que le consommateur aujourd'hui ne s'arrête pas là. Il veut entendre la vraie préoccupation de la qualité supérieure, mais pas que. Il se préoccupe aujourd'hui de l'environnement, il se préoccupe du bien-être animal, il se préoccupe aussi de la relation équitable qu'il peut y avoir entre l'acte d'achat et le produit en tant que tel. Et je pense que les labels rouges aujourd'hui, les IGP, ont un vrai travail à mener pour être dans ce champ d'application et pour être au rendez-vous.
parce que c'est un vrai rendez-vous qui est posé et je pense qu'il ne faut pas qu'on le loupe. Alors, on a souvent parlé des états généraux de l'alimentation sur ce plateau ici, dans le cadre du sommet. Et c'est vrai qu'on a l'impression que les états généraux de l'alimentation ont oublié ni plus ni moins qu'Amazon, qui sera peut-être demain le premier distributeur des produits d'agriculture biologique. C'est vraiment le super GMS de demain. Et on a l'impression qu'ils ont été un peu oubliés. Vous défendez la notion de proximité relationnelle, c'est ça ? C'est exactement ça. Dans les attentes de consommation qu'on a pu relever de par nos études menées ces derniers temps, on a bien compris qu'il y avait une vraie attente sur le produit local. Et ce produit local, on a voulu en savoir plus. Et on a été vraiment épluché ce qu'il y avait derrière comme préoccupation. La préoccupation qui se fait jour, c'est la proximité relationnelle entre le consommateur et l'éleveur que je suis. Et je suis ravi d'être aux côtés de deux témoignages précédents parce que je pense qu'on a un vrai levier tant au niveau de la distribution qu'au niveau de la communication, de ce rapprochement relationnel entre le consommateur et le producteur. Et on a besoin de vous et de vos expériences pour pouvoir rétablir cette relation. On a besoin de refaire communiquer en direct le producteur et le consommateur. On doit rassurer, il y a eu une perte de confiance dans les situations antérieures. C'est terminé, on fait du bon travail. On doit le dire et on doit se rapprocher de la personne intéressée. Et c'est là où vraiment les initiatives précédentes moi je suis ravi d'entendre ça parce que je pense qu'une des clés de la réussite de l'agriculture de demain dans nos démarches en sous-signe officiel de qualité, mais pas que, je pense qu'on a une vraie clé à jouer à ce niveau-là. Oui, Pierre-Antoine. Je suis entièrement d'accord et c'est là où on voit que les leviers digitaux aussi ont une force là-dedans. Aujourd'hui, on a seulement posé une brique sur le mur de l'agriculture de demain. Et enfin, on avait participé à un TEDx avec Rémi Dumry où on avait dit que demain, un consommateur, lorsqu'il mangera ses pâtes, il verra l'agriculteur en train de semer son blé et c'est tout à fait l'objectif. Donc chaque entreprise digitale, que ce soit des gros groupes, des startups, on le voit, il y a de nombreuses initiatives. L'objectif, c'est que tous ensemble, on arrive à faire le lien en effet entre l'agriculteur et le consommateur. Et là, on aura une vraie force à travailler tous ensemble. Dans le colloque organisé par l'INAO hier ici au Sommet de l'Élevage, il a été abordé la notion de bio plus plus. On connaissait le bio, où il n'y a pas grand-chose, mais maintenant il y a le bio plus plus. Alors qu'est-ce que c'est le bio plus plus ? Alors, je ne sais pas si j'aurai compétence à répondre à cette précision-là. Simplement, ce que je veux dire par rapport au bio, je pense qu'au travers de cette attente-là se traduit une vraie exigence de consommateur aujourd'hui, c'est-à-dire que l'acte de consommation est un acte où on fait sien le produit. Et du coup, on le veut le meilleur possible. Il y va de la santé, il y va de la relation qu'on peut avoir avec le produit. Et du coup, le bio aujourd'hui, dans sa philosophie, je pense, répond à une attente vraiment sociétale. Il appartient à toutes les autres démarches et les nôtres prioritairement dans les signes officiels de qualité de bien appréhender ces notions-là parce que nous devons être à notre façon à la réponse de ces attentes-là. Voilà. Le bio plus plus, je pense qu'à un moment donné, c'est de prendre bien en compte toutes les attentes sociétales et les attentes de consommation. À mon sens, c'est ma traduction. Puisque effectivement, dans les états généraux de l'alimentation, il y a 70 personnes autour d'une table qui discutent, beaucoup d'ONG, beaucoup d'associations qui disent le bio c'est bien, mais si on pouvait rajouter une couche, je ne sais pas, d'équité au sein de la filière, si on pouvait rajouter une couche, pourquoi pas de bien-être animal, si on pouvait rajouter une couche, différentes couches, c'est vous qui allez devoir respecter les cahiers des charges. Alors déjà, je vous l'ai déjà dit hier, pour moi, un cahier des charges doit dépasser ce stade-là. Un cahier des charges, c'est un cahier des ressources. C'est quelque chose, c'est un document dans lequel on va puiser tous les éléments qui vont répondre à ces attentes de consommation. Je pense que pour ce qui est de nos enjeux, et surtout en démarche sous signe officiel de qualité, n'oublions jamais que l'attente de base du consommateur, lorsqu'il consomme un morceau de viande, il est derrière une consommation plaisir. Il fait un acte d'achat parce qu'il veut se faire plaisir. Donc la qualité supérieure, elle restera le socle de base. Au-delà de tout ça, vous l'avez dit, l'environnement, le bien-être animal, l'équitable, c'est une part qui est très très importante et qui nous tient à cœur. Et la proximité relationnelle, et on vient d'en parler. Pierre Cabridge, j'en déduis que vous êtes un producteur optimiste, un producteur heureux, j'ai un start-upper heureux. J'ai bien sûr une responsable digitale heureuse de cette nomination et puis un responsable de salon qui ne peut être que heureux. Ravi. Voilà. Pour aujourd'hui, formidable.
pour clôturer effectivement cette 26e édition du sommet de l'élevage. C'est bien ça, 26e. Hein. Voilà, mais nous on a produit durant 3 jours des quantités d'émissions avec sur des thèmes très très variés. On a vraiment été très heureux d'être ici à nouveau TV Agri sur ce plateau en partenariat avec le journal La Montagne. Effectivement, on a fait des émissions en partenariat, et plus qu'en partenariat d'ailleurs, à 4 mains. Et ça nous a fait vraiment plaisir d'aborder tous ces sujets ici à Clermont-Ferrand, au sommet de l'élevage. Merci à vous de nous avoir suivis et à l'année prochaine.